Ce matin-là, à Ouagadougou, il ne s'agit pas d'un vol ordinaire. L'avion qui touche la piste ne livre ni vivres ni secours humanitaires. Il ramène les enfants éparpillés du continent, les fils et filles de l'exil, porteurs d'une ambition inédite, 10 milliards de dollars investis dans le souvenir et la réconciliation. Il n'apporte ni pitié, ni charité, mais une mémoire vivante, transformée en capital. Imaginez la scène. Sur le tarmac, des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs, originaires de Paris, de New York, d'Abidjan, foulent la terre rouge du Sahel pour la première fois ou la première fois depuis très longtemps. Certains ont les bras chargés de valises, d'autres de dossiers de projets, tous portent le poids de l'histoire et l'espérance d'un retour. Ce n'est pas un simple retour sentimental. Derrière eux, il y a un fonds d'investissement colossal, 10 milliards de dollars, qui ne se fonde pas sur la charité, mais sur la volonté de réparer, de rebâtir, d'avancer. Le slogan s'affiche en lettres géantes sur les murs de la ville, résonne sur les ondes radio et télévisées, pas de l'aide, le retour. Chaque affiche, chaque message, rappelle que l'heure n'est plus à la mendicité. Ici, il ne s'agit plus de dons jetés dans l'urgence, mais d'un capital réfléchi, investi pour transformer l'humiliation en autonomie. Ce fonds Nouvelle Génération finance des écoles, des hôpitaux, des fermes agricoles, des start-up numériques, des réseaux de transport, des plateformes éducatives. Chaque initiative, chaque projet porte la même ambition, faire passer l'Afrique de la dépendance à la souveraineté. Les membres de la diaspora ne sont plus ces invités éphémères d'un continent meurtri, mais deviennent, à part entière, bâtisseurs, actionnaires, responsables d'une renaissance africaine. À Ouagadougou, la cérémonie du retour est retransmise en direct dans chaque foyer. Les familles se rassemblent autour de la radio, de la télévision, pour écouter les discours, pour voir les images, pour rêver ensemble à cette nouvelle ère. Le président Ibrahim Traoré accueille ses frères et sœurs d'ailleurs, non plus comme des étrangers, mais comme des enfants retrouvés. Pour la première fois, on ne parle plus de promesses, mais d'investissement collectif, de mémoire convertie en pouvoir économique. Mais ce pari est colossal. Si cette révolution échoue, l'Afrique risque de rester enchaînée à la dépendance, divisée et privée de sa souveraineté. Mais si elle réussit, elle prouvera au monde entier que l'unité, la mémoire et la fierté peuvent se transformer en armes de prospérité. L'enjeu est existentiel. Le soleil se lève sur Ouagadougou. En ce matin réinventé, l'histoire s'inverse. L'Afrique ne tend plus la main, elle la serre solidement. C'est le début d'une appartenance nouvelle, d'une ère où l'on ne mendie plus, mais où l'on construit ensemble. Pourtant, derrière l'enthousiasme, des doutes planent. Comment cette alliance inédite va-t-elle affronter ceux qui profitent du statu quo? Qui ne veulent pas voir l'ordre ancien bouleversé? L'histoire a prouvé que chaque tentative de changement attire son lot de résistance. La route sera longue. Pendant des siècles, les navires quittant les côtes africaines ne transportaient pas seulement de l'or ou des diamants. Ils emportaient surtout les esprits les plus vifs, les mains les plus habiles. Des médecins, des ingénieurs, des bâtisseurs de demain, contraints d'aller semer ailleurs ce que leur terre ne pouvait plus offrir. L'Afrique a longtemps été dépouillée de ses ressources humaines, et non seulement de ses matières premières. La diaspora africaine s'est dispersée, réinventant ses racines à travers le monde, à Londres, à Montréal, à Rio. Pour survivre, elle a envoyé, année après année, de petites sommes à ceux restés au pays. Ces transferts, essentiels, maintenaient un fil ténu entre l'exil et la famille, mais n'ont jamais permis de briser le cycle de la dépendance. C'est le paradoxe du migrant. Il envoie de l'argent, mais n'a pas voix au chapitre. Lors d'un sommet baptisé « Rebuild the Root », réuni à Accra, une idée radicale a surgi. Et si la diaspora transformait ses remises en fondation d'un nouveau modèle? L'ambition, constituer un fonds d'investissement de 10 milliards de dollars, alimenté non par la charité, mais par la détermination à reprendre son destin en main. Ce n'est plus un rêve, c'est une stratégie. 3 secteurs se sont imposés comme prioritaires: la santé, l'éducation, l'agriculture. Ces piliers sont les clés de la souveraineté. On ne la reçoit pas,
On l'a bâti, champ après champ, école après école, hôpital après hôpital. L'histoire regorge d'exemples. Les États-Unis, après la guerre d'indépendance, ont investi massivement dans l'éducation et l'agriculture. L'Inde, après son indépendance, a lancé la Révolution verte pour assurer son autosuffisance alimentaire. L'Afrique veut suivre sa propre voie, adaptée à ses réalités. Ce modèle change tout. Chaque membre de la diaspora devient actionnaire, pas simple donateur. Ici, chaque euro, chaque franc, chaque dollar versé n'est plus une offrande, mais une part réelle de la reconstruction, avec droits et responsabilités partagées. C'est comme si chaque transfert devenait un titre de propriété, une voix dans les décisions. Pour instaurer la confiance, une seule règle: transparence totale. Une plateforme digitale, accessible partout, dévoile chaque projet, chaque dépense, chaque succès ou échec. Plus d'opacité. Chaque actionnaire peut tout vérifier, à tout moment, où qu'il soit. C'est la leçon tirée des fiascos précédents. Sans transparence, tout s'effondre. L'enjeu? Échouer, c'est laisser perdurer la fuite des talents, dépendre des ONG, rester spectateur de sa propre histoire. Réussir, c'est démontrer que l'Afrique peut devenir sa propre banque, où la mémoire collective se mue en puissance économique et où l'unité forge l'autonomie. Cette expérience rappelle le succès du Fonds souverain norvégien qui a transformé les revenus du pétrole en investissements durables pour les générations futures. Mais lever des milliards, c'est une chose. Faire vivre le rêve face à la réalité du marché, c'en est une autre. Que se passe-t-il lorsque l'attachement doit convaincre la logique implacable de l'économie? L'histoire est pleine de projets bien intentionnés qui se sont fracassés sur la dureté du réel. Pour que l'élan ne soit pas éphémère, il faut concilier passion et rigueur. À ce point charnière, les premiers obstacles apparaissent. La méfiance, la concurrence, la tentation du repli. Les fondateurs devront prouver que l'unité n'est pas une utopie, mais une force capable de transformer chaque contribution en levier de changement. L'exemple du Fonds juif pour Israël, qui a permis la création d'institutions éducatives et scientifiques, prouve que la diaspora peut être une source de résilience et d'innovation. La mémoire peut-elle vraiment nourrir un peuple, bâtir des écoles, irriguer la terre? Ou restera-t-elle une flamme vite soufflée? Le défi du retour, c'est de transformer l'ardeur du cœur en progrès durable, de dépasser l'émotion pour forger une prospérité partagée. Mais comment éviter les pièges d'hier, où l'aide sincère se noyait dans la méfiance et les détournements? Pour briser ce cercle, le Fonds d'investissement de la diaspora du Burkina Faso a choisi la transparence absolue. Chaque franc investi est suivi de bout en bout sur la blockchain, vérifié par des audits indépendants venus d'Afrique du Sud et du Ghana. Fini les promesses floues et les contrats opaques. Ici, tout engagement est public, chaque mouvement visible. C'est la démocratisation de la finance, inspirée par les pratiques des fonds participatifs les plus avancés. Déjà, les premiers résultats sont là. À Bobo-Dioulasso, un hôpital moderne ouvre ses portes, offrant des soins spécialisés et formant de jeunes médecins locaux. À Kaya, une ferme solaire éclaire les villages voisins, fournissant de l'énergie à des milliers de foyers et créant de nouveaux emplois. À Ouagadougou, une université toute neuve accueille ses premiers étudiants, gérés par des équipes mixtes, diaspora et experts locaux, ensemble, pour la première fois. Ce ne sont plus des rêves, mais des pierres posées, des destins transformés. Mais le doute persiste. Du côté du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, on observe avec réserve. Symbolique, mais risqué, murmurent certains analystes. Pourtant, les chiffres s'accumulent, indiscutables. Les succès se voient, se mesurent. À titre d'exemple, le taux de scolarisation des filles dans les zones rurales a augmenté de 20% en 2 ans, grâce aux bourses financées par le fonds. Des villages autrefois isolés disposent désormais de cliniques mobiles et d'accès à Internet. Ce qui change tout, c'est que la diaspora n'apporte plus seulement de l'argent. Ingénieurs, médecins, gestionnaires de projets, tous reviennent transmettre leur savoir, guider la jeunesse locale à travers mentorat et formation. Pour la première fois, capital humain et financier avancent ensemble.
À la manière du plan Marshall, qui a permis de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, ce retour mêle compétences et capitaux pour accélérer la transformation. Mais l'enthousiasme n'efface pas toutes les tensions. Des voix locales dénoncent le privilège des revenants, soupçonnant les enfants partis de recevoir des avantages ou des postes réservés. Derrière les sourires, la question brûle. À qui profite ce retour? L'histoire montre que chaque mouvement de retour, de la communauté juive en Israël à la diaspora indienne en Inde, suscite rivalité et interrogation sur la place de chacun. Ibrahim Traoré intervient alors, publiquement. « Nous sommes une seule famille, deux chemins pour le même retour. » Pour lui, l'unité est la clé. Il faut inventer une nouvelle manière de coopérer, sans rivalité ni défiance. Il s'engage à garantir la mixité des équipes, la rotation des responsabilités et à lutter contre toute forme de favoritisme. En quelques mois, l'effet dépasse les frontières. Inspiré par ce modèle, d'autres pays africains lancent des fonds semblables. L'initiative fait école. Après des décennies de dépendance, l'Afrique conçoit ses propres outils financiers, ses enfants pour premiers investisseurs. Le Sénégal, le Ghana, le Rwanda mettent en place des plateformes similaires, créant ainsi un réseau continental d'investissement participatif. Mais rien n'est acquis. Le moindre soupçon, la moindre inégalité, et tout peut vaciller. Pourtant, si l'élan tient, il pourrait révolutionner l'économie de tout un continent. Cette mémoire devenue capitale et action deviendra-t-elle enfin un socle durable? Mais si la confiance est fragile, les épreuves à venir ne manqueront pas de la mettre à l'épreuve. Les adversaires du changement, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. À l'exemple des oppositions rencontrées par la microfinance au Bangladesh ou par le mouvement Grameen, chaque innovation rencontre ses résistances institutionnelles. Quand les enfants reviennent, le monde entier retient son souffle. Le pouvoir a-t-il vraiment changé de main? Sur tout le continent, une même scène se rejoue. L'Afrique n'attend plus, elle attire. L'aide laisse place à une vague d'investissements venus, pour la première fois, de la diaspora elle-même. En 5 années, plus de 40 milliards de dollars irriguent 12 pays. Des chantiers relient désormais les villes du Sahel aux rives de l'océan Indien. Ce ne sont plus des dons, mais des capitaux privés qui affluent, portés par la volonté de ceux qui sont partis et qui reviennent, non plus en exilés, mais en véritables actionnaires. Des routes, des réseaux électriques, des centres de recherche voient le jour, accélérant la transformation économique. Ensemble, ces enfants forment un nouveau bloc économique. Leur force? Posséder une part du rêve collectif et exiger des résultats, transparence, efficacité, ambition. Ce marché du capital pèse aujourd'hui plus lourd que certaines banques régionales. Ils dictent les priorités, refusent les compromis et réclament leur place à la table des décisions. Les assemblées générales rassemblent des milliers d'actionnaires qui débattent en ligne des orientations stratégiques. Le modèle intrigue la planète. En Chine, en Inde, on étudie le dividende de la diaspora. Comment transformer la nostalgie en croissance? En Occident, l'inquiétude monte. Pour la première fois, la fuite des cerveaux s'inverse. C'est l'Afrique qui exporte son modèle, n'important plus seulement ses talents, mais aussi ses solutions. Des universités américaines invitent des experts africains à présenter ce modèle dans leurs cours de développement. On parle déjà de seconde indépendance. La diaspora, hier perçue comme étrangère, s'impose désormais comme actionnaire de son continent d'origine. Elle détient une part du destin africain et veut en récolter les fruits. Mais ce succès attire aussi les regards et les convoitises. De nouveaux acteurs internationaux proposent des alliances, des fonds alternatifs, cherchant à s'approprier l'élan du retour. De nouveaux risques émergent. Le pouvoir économique se concentre, des élites se forment, des groupes d'influence imposent leur vision. Les tensions sociales s'aiguisent. Certains se sentent exclus, d'autres craignent la perte de souveraineté au profit d'intérêts transnationaux. La tentation de la corruption, du lobbying, du repli sur soi grandit. Le défi change de visage. Ce n'est plus la quête de ressources, mais la gestion du pouvoir, des ambitions et des fractures internes. Un scandale, une crise de confiance, et l'unité fragile peut se fissurer. Le rêve doit être entretenu, partagé
et défendu par tous. Pour éviter la reproduction des schémas d'exclusion, le Fonds met en place un conseil citoyen chargé de contrôler l'équité et la diversité des bénéficiaires. Face à cette nouvelle réalité, une question hante chaque esprit. Comment préserver cet élan sans répéter les erreurs du passé? Le futur est ouvert, mais rien n'est encore acquis. Pour s'en prémunir, le Fonds propose des formations en éthique, en gouvernance, en gestion des conflits, destinées aux jeunes leaders comme aux anciens. Alors que les regards du monde entier convergent vers cette Afrique renouvelée, une dernière épreuve se profile. Le destin collectif repose sur la capacité à transformer l'essai sans perdre l'âme du mouvement. L'expérience sud-coréenne, où la diaspora a joué un rôle clé dans l'industrialisation, rappelle que la vigilance doit rester de mise. La véritable révolution, ce n'est pas seulement d'avoir ramené l'argent, mais d'avoir fait germer une nouvelle espérance. Cette espérance, nourrie par la mémoire, doit s'enraciner dans la réalité, s'adapter, se renouveler. Elle ne peut vivre que si chacun, où qu'il soit, se sent partie prenante. Dès les premiers mois, les effets sont saisissants. Le chômage dégringole, les jeunes trouvent des postes dans des secteurs novateurs, le tourisme renaît, et les marchés locaux s'animent autour d'initiatives culturelles et entrepreneuriales. À Ouagadougou, des festivals émergent, des start-up s'élancent, et les familles osent de nouveau croire en l'avenir. Les retombées sont visibles. Le taux de pauvreté baisse, l'espérance de vie augmente, la mobilité sociale s'accélère. L'unité devient la clé du progrès. La campagne « Deux mondes, un cœur » tisse des liens entre diaspora et habitants. On assiste à des collectes solidaires, des ateliers de co-création, une entraide qui gomme peu à peu les cicatrices du passé. L'ère des donateurs et des bénéficiaires touche à sa fin. Voici celle des bâtisseurs d'un rêve commun. Des concours d'innovation réunissent jeunes et anciens, citadins et ruraux, pour inventer ensemble les solutions de demain. La pitié a cédé la place à une fierté partagée. On entend désormais « Nous ne sommes pas des sauveurs, mais des frères et sœurs réunis ». Dans les rues, le courage retrouvé s'affiche, la dignité se vit, et la famille africaine s'écrit désormais au pluriel. Des campagnes médiatiques valorisent les réussites locales, inspirant une nouvelle génération à croire en ses capacités. Pour rendre l'action possible à tous, des outils concrets sont déployés. Une plateforme numérique permet de suivre chaque projet, de la pose de la première pierre à l'inauguration. Le mentorat rapproche les talents d'ici et d'ailleurs, et l'investissement, à partir de $500, devient accessible à chacun. Le capitalisme se veut désormais inclusif. Chaque participation compte. Des applications mobiles facilitent la contribution, même depuis les villages éloignés. Mais ce modèle n'est pas invulnérable. Transparence, refus des nouveaux cercles fermés et partage du pouvoir. Ces principes sont essentiels pour pérenniser le mouvement. L'enjeu n'est pas seulement de construire, mais de préserver l'unité face aux défis à venir. Des instances de médiation sont créées pour prévenir et résoudre les conflits, assurer la rotation des responsabilités et garantir que nul n'est laissé de côté. Alors, comment entretenir ce feu collectif? Que reste-t-il à bâtir et comment chacun peut-il écrire le prochain chapitre de cette renaissance? Des pistes concrètes émergent. Renforcer l'éducation civique, impliquer la jeunesse dans la gouvernance, favoriser la parité femmes-hommes dans les conseils d'administration, soutenir l'entrepreneuriat rural et multiplier les échanges entre pays africains. Le passé a montré que toute victoire peut être éphémère si l'on cesse de se réinventer. La suite dépendra de la capacité de chacun à transformer cet élan en héritage durable. Cela implique de documenter les réussites, de partager les leçons, d'accepter la critique constructive et de rester ouvert à l'innovation. Ce n'est pas le passé qui s'invite, c'est l'avenir qui foule le tarmac rouge du continent. Comme un écho au mouvement de retour observé ailleurs, de la diaspora chinoise revenue bâtir Shenzhen, aux descendants d'esclaves haïtiens venus fonder des écoles dans leur pays d'origine, l'Afrique façonne sa propre trajectoire. La scène frappe. Des enfants longtemps dispersés, jadis perdus pour leur terre, posent le pied chez eux, porteurs d'une force neuve. Leur retour n'est ni nostalgique ni plaintif. Ils proclament une souveraineté retrouvée, une voix enfin reprise là où,
trop longtemps, d'autres écrivaient l'histoire africaine. Désormais, les décisions sont prises à Ouagadougou, à Dakar, à Bamako, par des Africains, pour des Africains. Des décennies durant, l'attente s'est tournée vers l'extérieur. L'espoir viendrait d'ailleurs, accompagné de conditions, de dons, de promesses lointaines. Mais voici que la mémoire devient capitale, que l'histoire se retourne. Pour la première fois, une somme de 10 milliards de dollars ne provient ni d'aide ni d'ONG, mais des sacrifices, des rêves et des paris d'une diaspora décidée à investir, non à donner. Chaque billet d'avion, chaque virement, chaque projet lancé devient une réponse à la dette invisible de l'exil, celle des talents envolés, de l'avenir confisqué. Désormais, ce sont des écoles, des hôpitaux, des fermes, des universités, des plateformes numériques, bâties par et pour les Africains. Ce ne sont plus des dons, ce sont des parts. Ce ne sont plus des reçus, mais des titres de propriété. Ce sont des voix qui, pour la première fois, pèsent dans le grand livre de l'indépendance. Rien n'est écrit d'avance. L'inaction condamne la mémoire à l'oubli, laisse croire que le passé dicte toujours le futur. Mais agir, même d'un geste ou d'un euro, c'est écrire une page neuve d'indépendance. Chacun choisit, rester spectateur ou devenir actionnaire. Ce fonds n'est pas un miracle, c'est un mécanisme. Il ne gomme pas les cicatrices, mais transforme la douleur en dividende, la perte en puissance partagée. La révolution n'est pas de brandir le drapeau du retour, mais de l'enraciner, d'y bâtir. De la diaspora à l'entrepreneur local, des mentors à la jeunesse, chaque main compte. Le risque n'est plus seulement financier, il est existentiel, où l'Afrique devient maîtresse de ses richesses, où elle demeure l'otage de dépendances jamais tenues. L'enjeu n'est pas que monétaire. Il touche à l'identité, à la morale, presque au spirituel. Car chaque dollar investi est une brique dans le récit commun. La preuve qu'ensemble, on peut générer dignité, pouvoir, autonomie, là où la division n'a semé que fuite et doute. Ce fonds, c'est la mémoire vivante, celle qui bâtit, inspire et rétribue. Le monde regarde, sceptique ou admiratif. Mais pour une génération qui refuse de porter le deuil, l'heure n'est plus au regret. Elle est à l'action. La boucle se referme, non pour enfermer, mais pour ouvrir le champ des possibles. Car ce n'est pas seulement l'argent qui rentre, ce sont la confiance, la compétence et la volonté farouche d'écrire une nouvelle histoire. La mémoire ne survit que transmise. Aujourd'hui, elle se transmet en actes, en investissements, en réalisations concrètes. Chacun, sur le continent ou dans la diaspora, détient une part du mouvement. Que ce retour ne soit pas un événement, mais le début d'un élan irréversible. À vous qui écoutez, la question n'est plus « le fonds réussira-t-il ?» mais « quelle sera votre part dans ce chapitre ?» L'Afrique n'attend pas la permission de rêver. Elle attend que chaque rêve devienne réalité partagée. À chacun d'y contribuer, d'y croire, et d'en faire l'héritage des générations